Voilà, un petit extra. Hein. Alors, j'ai parlé de Pouloui puis Houya, hein, la relation matrimoniale, au fond, entre la source de la vie. La source de la vie, c'est la combinaison des deux. Hein. S'il n'y a pas d'intersubjectivité, c'est la mort. Hein. Là, chaque année, il arrive à se réconcilier et tout ça. Et parmi les voyous, plus, je dirais une bonne moitié des couples se dissolvent après 15-20 ans de cohabitation. Et c'est la femme qui décide si le compagnon, son mari, alors, au moment du mariage, évidemment, le mari doit donner à la famille de la femme des chèvres, de l'art, de l'argent, parce que la famille perd un membre de la famille, perd aussi une main-d'œuvre compétente. Alors, la famille de la fille reçoit beaucoup d'argent. Et le garçon, l'homme, la famille aussi, reçoit la femme hein, qui va être là. Mais le père, alors la relation, au fond, de mari, mari-épouse, épouse-époux, mari-femme, est comme temporaire en principe. Parce que la relation la plus importante, c'est frère-sœur. De telle manière que, comme homme, je veux protéger les enfants de ma sœur avant de protéger mes enfants. Lorsque je fais des entrevues avec les hommes, parce qu'il y a eu toutes sortes de vendetta entre les familles, puis j'ai vu une fois une colonne d'hommes à cheval arriver avec des carabines, puis ils regardent autour les enfants, ils cherchent à tuer quelqu'un, ils veulent tuer le, le neveu par la sœur, ils veulent tuer, au fond, l'enfant de la sœur du meurtrier. Alors, ils regardaient les personnes, c'est son sang. Parce que les enfants ont le sang du père, n'ont pas la chair du père, n'ont pas l'héricourt du père. C'est son sang. Ils continuent, ils cherchent l'enfant de la sœur du meurtrier. C'est lui qu'ils vont tuer. Alors quand je disais aux hommes, est-ce que vous n'allez pas défendre votre fils? Mais qui va défendre mes neveux et nièces? Je dois me préserver. L'aspiration, c'est d'être le défenseur, celui qui défend la descendance utérine. Ça, c'est plus important que ma descendance par le sémen, là, par le sang. Et donc, mes enfants sont protégés par leur oncle maternel. Hein? Alors, quand j'arrivais, elle dit, mais d'où tu viens pour penser qu'un homme voudrait risquer les enfants de sa sœur pour les siens? D'où tu as eu cette idée-là? Mais évidemment, je l'ai de chez nous. Mais le fait est de parler avec des gens de tellement de bonne foi qui mettent vraiment, ils vivent comme ça. Là. C'est là que ça fait voir le relativisme culturel. C'est une notion intellectuelle, mais dans le concret, c'est très, très viscéral. Hein? C'est des projets de vie, c'est des aspirations, ainsi de suite. Et dans tout ça, il y avait des couples quand même qui restaient ensemble. Et donc, vers la fin de mon sujet, je disais, mais comment ça se fait que vous êtes restés ensemble? Puis là, la réponse, puis c'était tellement de bonne réponse, il disait, pendant qu'on élevait nos enfants, qu'on a eu nos enfants, qu'on s'occupait des chèvres, des moutons, des enterrements, pendant qu'on faisait tout ce qui comporte une vie adulte, normale, ordinaire, nous sommes devenus amis. Et là, on quitte un conjoint, mais on ne quitte pas un ami. Hein? Et moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir une relation, j'ai déjà encore une relation avec Christine Hansen, hein, qui elle aussi est une immigrante de son pays. On s'est rencontrés ici, dans mon pays. euh, mais on a une relation comme ça, puis des fois, j'expliquais ça à Christine, qui m'accompagne. Au fond, les voyous m'ont enseigné qu'au fond, le lien d'amitié, c'est le cœur de l'affaire. Hein. Et puis, un ami, c'est quoi? C'est qui? C'est quelqu'un qui nous dit la vérité, hein? Qui nous aime aussi, qui ne nous attend pas d'être parfait. Donc, avoir la chance d'avoir ça dans sa vie, hein, c'est énorme. Hein? Et moi, depuis 31 ans, on fête aujourd'hui notre 31e anniversaire de mariage. J'ai le grand cadeau d'avoir ça dans ma vie, comme relation. Et ça faisait un peu étrange d'être ici, de ce 31e anniversaire. Mais en même temps, depuis 30 ans, Christine lit tout ce que j'ai écrit. Elle me dit ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui l'intéresse. Elle m'appuie à toutes sortes de moments donnés, ainsi de suite. Donc, ça aussi, quand je disais au début, un sentiment de reconnaissance qui vient de tout l'appui, qui vient de tellement de ça, mais vraiment particulier, très, très important de cette chose-là. Donc, même faire comprendre que c'est qu'une relation de couple, hein, les voyous m'ont aussi apporté quelque chose aussi.
Et puis aussi, comme tomber en amour, être en amour, hein, c'est quoi? Te amo. Te amo, c'est proche que je t'aime, c'est proche de I love you, ça comprend. Mais en voyou, c'est muli ashitaya pire. Je souffre ton attirance. Donc, la souffrance. Je peux pas ne pas être avec toi. Alors, ils ont quelque chose quand même, même dans le langage, pour penser les relations humaines. Ça m'a apporté beaucoup. Hein. Donc, je continue à souffrir son attirance. Il faut avoir de la souffrance dans la vie, mais il y a des souffrances qui sont heureuses. Qui sont heureuses et quand elles sont réciproques, c'est un double bonheur. Hein. Mais c'est un devenir aussi. Hein. Comment maintenir ce devenir-là, tout ça. Et c'est ça que si j'ai Christine comme épouse à un moment donné, mais à un moment donné, c'était pas clair parce que je suis tombé amoureux d'une jeune voyou. Mais jeune, était déjà femme, n'était pas encore mariée. Elle avait de l'attiré pour moi, moi j'en avais pour elle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas prévu dans mon projet de recherche. Et puis après une année de terrain, tout ça, j'étais comme, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai vraiment compris de tous ces gens-là? Tu sais, j'ai des notes et des notes et des notes, j'ai l'impression de le comprendre. On commence à m'inviter à des cérémonies de guérison. Il me semble que les portes commencent à s'ouvrir. Ça c'est le temps de rester. Puis, fait que j'ai écrit une longue lettre à mon directeur de thèse. Ça prenait, fallait que j'envoie la lettre. Ça prenait un mois avant que j'aie une réponse à ce moment-là. Hein, parce qu'à chaque 2 semaines, je retournais à Los Felios. Il y avait un petit bureau de poste. Donc, aussi, j'avais mon lien comme ça avec mon directeur de thèse, la famille, tout ça. Fait que là, quand il a répondu, il dit, quand on se sent comme ça, c'est le temps de revenir. Alors, moi, j'ai cru ça, puis je suis revenu. Mais il y avait de l'ambiguïté. Il y a eu des moments quand même intéressants parce qu'à un moment donné, les hommes, tous les chefs de famille là, sont venus, ils ont fait un grand cercle, on était tous assis ensemble par terre. Puis là, chacun promettait 20 chèvres, 30 chèvres. Et à coup, avec ce que chacun donnait, j'avais 500 chèvres et moutons. Tu as tout ça. Tu vas pouvoir marier Renata. Tu vas pouvoir donner ça à sa famille qui vont te la donner comme femme. Tu vas rester proche de son père. Tu vas faire partie de cette famille-là. Bon, il avait bien compris notre attiré. Tout ça. Puis, tu vas devenir le professeur de nos enfants. On va créer ici une école. Toi, tu vas être notre professeur pour que nos enfants sachent l'espagnol. Alors, c'est là que j'ai compris. Moi, ma présence là, c'est pour documenter. Je disais, voici, je veux documenter votre mode de vie, mais ce que j'ai jamais documenté, c'est leurs aspirations. Puis, au fond, ils vivent leurs aspirations. C'est pour ça que des fois, je pense que le changement social peut devenir très rapide, parce que quand la possibilité de vivre les aspirations est là, les gens l'aperçoivent, paf, le monde du passé est fini. Hein? Alors, les conditions, au fond, de possibilité de vivre, Alors, tout à coup, j'avais toute une autre perception de moi-même à travers leurs yeux. Hein. Je pourrais être professeur d'école, je pourrais être avec Renata, je pourrais avoir des enfants ici. Est-ce que c'est un avenir pour moi? Hein? Et c'est le temps de revenir. Hein? C'est le temps de revenir. Alors, c'était pas facile. J'ai trouvé plus difficile de quitter le terrain que d'y arriver. C'est pas le même niveau de difficulté. Parce que c'est un objet de connaissance au début, puis à la fin, c'est plein de monde. Hein? J'écoutais une entrevue avec une francophone, une chanteuse francophone. Elle déménageait un petit village proche de Hawkesbury à Montréal. Elle disait de Montréal, c'est plein de monde, mais il n'y a personne. Parce que quand elle sort de ses ailes dans son village, tout le monde la connaît, tout le monde la salue. À Montréal, personne ne la salue. Hein? Ici, c'est comme plein de relations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, comment vivre en relation? Est-ce que c'est là que je vais vivre? Évidemment, j'ai dit non à ça. Alors, quand j'ai dit je vais partir, les gens ont dit Antushi Nukalia. Moi, c'était un tiraillement, hein? Mais tout à coup, il y a une femme qui a dit Antushi Nukalia. Son jour est arrivé. Alors, c'était une belle façon de dire oui, le moment est arrivé de partir. Hein? Et puis, donc, ça m'a fait. Puis, la chanson qui m'est revenue à la tête, c'était J'ai mis sur mon épaule mon baluchon d'espoir. C'est une chanson d'enfance qui m'est revenue comme ça. J'ai mis sur mon épaule. Je sentais ça là, en retournant dans ma famille. Je pleurais là, en chantant ça pour dire j'ai un baluchon d'espoir, mais en même temps, je quitte des gens que j'aime. Donc, c'est comme toutes sortes de ressources qui nous habitent, qui tout à coup sont là, qui font qu'on vit des choses d'une certaine manière. Et donc, je suis sorti de nuit, comme ça, juste avant la saison des pluies, sorti de nuit avec des hommes, c'était seulement des hommes.
Et la question qu'il me posait pendant le voyage, c'est qui as-tu tué? Hama, euh, Haralia Oktushi Punain. Qui as-tu tué? Mais j'ai dit, j'ai tué personne. Puis là, on a eu un long échange. Puis ça tournait un peu en rond parce que mais j'ai tué personne. Oui, mais dis-nous-le quand même. Si tu parles, là, c'est le temps de nous le dire. Oui, mais j'ai tué personne, je ne peux pas rien vous dire. Mais pourquoi tu ne veux pas nous le dire? Mais c'est parce que je n'ai pas tué personne. Mais regarde tout ce qu'on a fait pour toi. Puis il me racontait tout ce que j'ai fait pour moi depuis le début. On pensait qu'on était des amis. Katuna Haishiwaya. On pensait que t'es comme notre bras droit. Nous aussi, on est ton bras droit. On ne peut pas se séparer comme ça. Tu dois nous dire, tu dois nous dire. Puis là, j'ai réalisé, au fond, un homme parmi les voyous, le seul moment, dans les seules circonstances dans lesquelles vous tuez sa famille, c'est après avoir tué quelqu'un. Puis là, il s'éloigne pour une année, pour pas qu'on le tue en représailles. Puis là, la famille nomme un palabre qui va voir les parents de la victime pour dire... Puis il arrive avec de l'argent, avec du bétail, on comprend votre souffrance, voici déjà un premier niveau de compensation, on sait qu'il y en a d'autres à venir, il faut se parler, il ne faut pas se tuer, faut pas... Alors il y a des palabres, les retours, tout ça. Puis ça prend une année à calmer assez les choses pour que la personne puisse revenir chez elle, à la condition qu'elle ne se présente jamais sur le territoire de la famille qui a perdu un membre de la famille. Parce que là, ils ont le droit de le tuer. Alors, quand j'allais en voyage, puis j'avais embauché un contrebandier pour me sortir, puis il demandait toujours par où tu vas passer. Puis là, il disait son itinéraire, je ne peux pas y aller. Parce que dans son passé à lui, ou de son oncle maternel, il y avait eu un meurtre, une victime de leur violence. Alors, tous les déplacements étaient liés, au fond, à la sociologie des meurtres, des contre-meurtres. Alors, j'ai compris tout à coup. Oui, de leur point de vue, moi, je suis un mâle. Tout ce que j'ai dit au sujet des motivations pour être là, mes aspirations, ça vaut pas rien. La seule aspiration d'un homme, c'est de retourner chez lui parmi les enfants de sa sœur pour continuer à les protéger. Et donc, si j'étais devenu réel pour les autres, je devais avoir des motivations réelles. Et si je leur mentais à la fin, je n'étais plus un ami. Donc, à la fin, j'ai compris, je dois que j'invente un mensonge, j'ai tué quelqu'un, je leur raconte quelque chose pour les calmer. Ou je dis non, mais de toute façon, il fallait finir avec un mensonge. Un mensonge que moi je crée ou que les autres me voient comme en train de mentir. Il n'y avait pas de porte de sortie. Et on va revenir un peu plus tard sur l'ethnométhodologie, justement l'analyse de ces interactions où on construit un objet, au fond, en termes consorients. Alors ça fait partie comment sortir d'un terrain. Là, après ça, je suis abouti chez Rosa Oussayou, dans le marché, tout ça. Et puis là, alors c'était le dernier départ. L'avion était le lendemain, tout ça. Je raconterai cet épisode-là à la fin avec les objets que j'ai. Hein. C'était un moment touchant aussi. Mais quand je suis retourné en 81 pour apporter le livre, on est retourné dans la famille, tout ça, tout ça. Puis là, en sortant avec mon contrebandier encore, le contrebandier, il me dit, il faut que tu payes chaque jour, tu comprends, ce que je gagne chaque jour avec le contrebandier, ça me coûtait plus louer un contrebandier pour une semaine que mon billet d'avion Ottawa-Venezuela. J'ai dit, écoute, c'est sûr, tu n'es pas ici pour perdre de l'argent, je vais te payer, j'avais de l'argent pour le payer. Mais c'était ça, le contrebandier, c'est ça, c'est un marchand, il y a un marché. J'avais son Jeep, alors il était là. Puis là, on est revenu, puis là, il y avait... en 4 ans, la frontière avait été militarisée beaucoup plus. Donc, il y avait plus de militaires et ainsi de suite. Et on était interceptés par un Jeep, des militaires colombiens. Mais il y avait avec eux autres aussi un voyou comme interprète, parce qu'ils sont en zone voyou. Ils savent aussi, puis c'est très, très tendu, les relations entre les voyous et l'armée. Quand j'étais là, il y avait un voyou, qui a été arrêté à la poste frontière. Puis, le soldat a voulu confisquer son contrebande. Il avait sorti son revolver et il avait tué là au poste frontière. Il avait continué, puis il était venu au bar, puis où j'étais. Puis son père a fait la même chose, là, il y a 20 ans. Puis, parce que les voyous payent les soldats. Puis donc, c'est notre paye qui compte. Puis notre commerce est plus important que ta vie. Si tu ne sais pas ça, nous autres, on fonctionne, hein, ça roule. Alors, puis là, tout à coup, si l'armée dit on veut contrôler plus les allées et venues, tout ça, les relations, alors il avait mis plus de patrouilles. Alors, toujours qu'on est arrêté par une patrouille colombienne. Alors moi, j'ai le passeport, parce que là, je suis un blanc. Les voyous n'ont pas de passeport, mais moi, je suis un étranger là. Je ne suis pas rentré par la Colombie. Je suis rentré par les États-Unis. Je suis là comme c'est pas légitime.
Alors commence un long palabre, hein. Et puis, c'était pas clair comment c'était pour finir cette affaire-là. J'avais pas le droit d'être là. Il voulait m'amener, puis Rosa a dit, non, c'est moi qui l'ai amené, il doit retourner avec moi. Oui, mais il n'y a pas ses papiers. Elle restait. Puis là, Rosa Oussayou a dit en Wayou à leur interprète, écoute, il doit retourner avec moi parce que lorsqu'il est avec nous, il mange avec nos défunts. Parce que quand on est dans un rituel funèbre, au fond, quand on mange la viande, on mange aussi avec les défunts parce qu'on leur envoie l'âme d'un animal. On est en commensalité. On est dans l'entre-deux. Puis lui, il mange avec nos défunts. Ça ne peut pas être plus un de nous autres, là. Hein? Débrouille-toi avec soi. Il est retourné aux militaires. Les militaires nous ont laissé passer. Moi, je n'aurais jamais pensé à cet argument-là. Hein? Il faut quelqu'un de local pour nous sortir du trouble. Hein? Il mange avec nos défunts. Et voilà, je suis ici. Quand je suis revenu à l'université hier, là, c'était intéressant parce que là, ce qui arrive quand on revient du terrain, il y a des taxis qui sont à la porte du département d'anthropologie, puis mes collègues disaient, c'est qui ces taxis-là? Mais c'est la CIA. Si tu embarques, ils t'amènent, tu fais une entrevue d'1 heure ou 2 heures, c'est 100, 150 $ de l'heure. Ils veulent savoir tout ce que tu as appris sur les relations de pouvoir, tout ce qui se passe localement. Ils se font des archives. J'ai jamais embarqué, mais c'était une question que les étudiants disaient, j'embarque ou j'embarque pas là-dedans? Parce qu'on en sait des choses locales, hein, après 1 année, 2 années. Alors, la possibilité est là de faire un peu d'argent pour la CIA. Ils sont là au retour. J'avais un collègue il était allé en Thaïlande, lui. Il est allé demander à la NASA les photos satellites de son lieu de terrain. Hein. Alors, il a reçu gratuitement la NASA parce que la NASA prend des photos avec les impôts des contribuables. Les contribuables ont droit aux photos. Tu demandes, puis je veux avoir telle photo, tu donnes la latitude, la longitude, ils vont t'envoyer la photo. Il montait des photos de son terrain. On pouvait compter le nombre de poules, de charrettes, tout sur son terrain. C'était clair. Ça, c'était en 1976. Imaginez ce que les Américains savent sur nous autres aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Lui, alors, il montre ça. Je regrette de ne pas lui avoir demandé. Aussi, il aurait pu avoir Ipiachi. J'aurais eu Ipiachi photographié par la NASA. Je ne l'ai pas vu. Mais ça montre un peu comment toute l'implication de la recherche, les intérêts de la CIA, de l'armée, tout ça. Le monde, c'était un monde géopolitique. Hein? Et ce monde-là existe depuis longtemps. Peut-être juste pour finir une parenthèse, comment les Wayous vivent dans ce monde international depuis déjà 4 siècles. Hein? Parce qu'ils sont au nord, au fond, des populations espagnoles, en Colombie, Venezuela, dans un désert. Au fond, la meilleure protection des Wayous, c'est qu'ils ont un territoire qui est sans intérêt pour les Blancs. Les Blancs sont allés vérifier, il n'y a pas de minerais, il n'y a pas rien. C'est leur protection. Les groupes autochtones qui étaient au sud, dans des régions où il y a des ressources, ils se font massacrer. Hein? Ils sont les Ishi contemporains. Hein? Eux ne sont pas les Ishi contemporains parce qu'il n'y a rien qui intéresse les Blancs. La convoitise des Blancs, c'est un pouvoir mortel. Là. Ils échappent à la convoitise des Occidentaux. Ils sont encore là. Et puis, mais dans le temps de la colonisation, les Anglais ont profité des Wayous pour dire, ils ont armé les Wayous pour aller attaquer les Espagnols, pour prendre du bétail, pour l'amener à travers la péninsule, pour donner aux bateaux anglais qui avaient de la viande fraîche pour leurs soldats, leurs marins, pour faire la guerre aux Hollandais qui étaient sur l'île d'Aruba. Donc, ça fait déjà 4 siècles qu'ils sont dans le géopolitique. Ces gens-là avaient déjà 2 cartes d'identité, une carte d'identité officielle en Colombie, au Venezuela. Quand il y avait des élections, on venait par camion reprendre ces gens-là, leur donnait leur carte. Il y avait des brokers, comme on appelle en anglais. Donc, il y a tout un monde aussi d'imbrication au fond géopolitique qui est là depuis des siècles. Alors, il y a une grande expertise du côté des Wayous aussi, à ce niveau-là, que je n'ai pas exploré beaucoup, mais ça aurait été un champ de recherche extraordinaire. Donc, à chaque fois qu'on étudie quelque chose, on laisse beaucoup de choses de côté. Hein. Alors, puis j'ai rencontré Michel Perrin, hein, et puis lui, il disait, c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Hein. Alors, ça me fait du bien de dire ça. Quand on était au colloque à Québec, hein, tu te souviens, le colloque organisé, j'ai rencontré Philippe Descola. Hein. Puis là, il dit, qui es-tu? Je vais parler un peu de qui j'étais. Ah, il dit, nous vous lisons à Paris.
C'est ce travail-là qui lisent à Paris, hein, avec Michel Paris. Alors, ça me fait du bien au cœur aussi d'entendre ça. Voilà, on ne sait pas la portée de nos écrits, de nos efforts et tout ça. C'est de la collaboration, c'est des gens qui disent ah, ça vaut la peine de s'y arrêter. Je ne savais pas que j'étais lu à Paris, mais je l'ai su. Euh, une dernière question, si tu veux, puis il nous reste une minute, c'est la fin.